Partie, chapitre 7. Chapitre 7. Alors dans le chapitre 6, Peter s'est fait propulser dans une salle complètement désaffectée, dans le noir. Il a eu à un moment donné très peur que ce soit une erreur. Et il a commencé à s'imaginer qu'on mettrait des siècles à la retrouver, parce qu'on est quand même dans un vaisseau où une salle peut être séparée d'une autre par environ 1500 ou 2000 km, c'est tout à fait possible. Donc il commence à flipper qu'il n'y ait personne qui le retrouve, et derrière lui apparaît une espèce de lumière. Il se retourne et se rend compte que c'est Ulan, le petit prof de son mentor, son guide, qui lui a été assigné par le capitaine, et qui est phosphorescent, donc très pratique pour lire, j'imagine. Et ce professeur lui dévoile un petit peu plus de sa personnalité. Alors, Ulan, c'est un extraterrestre un petit peu énigmatique. Il, il en dit pas grand-chose. Il dit pas grand-chose sur lui. Il dit juste qu'il a été espion à un moment donné, qu'il représente une espèce de minorité. C'est très énigmatique. Il rentre pas plus dans le détail. Et puis, il explique à Peter qu'il a déjà étudié la Terre au cours des dernières années, et il lui donne un appareil qui s'appelle module d'interaction galactique, qui est on appelle ça un MiG, qui est un appareil qui, très curieusement, on est en 91 hein, quand même, ressemble grosso modo à nos tablettes d'aujourd'hui et servent grosso modo à la même chose, hein, à savoir se renseigner sur un peu tout et n'importe quoi qui a trait à la vie dans le vaisseau ou dans l'espace. Et surtout, c'est très pratique pour se déplacer car on peut commander au MiG on peut lui commander une série de touches à composer sur le clavier des propulseurs transdirectionnels pour aller à un endroit, à un autre. C'est-à-dire qu'il y a une séquence qui s'affiche, on reproduit la séquence sur le panneau et on arrive dans la salle qu'on désire. Alors, Ulan, à ce moment-là, explique à Peter qu'il n'a pas vraiment le temps de s'occuper de lui parce qu'il est attendu. Et il lui dit, trouve-toi un restaurant et commence à manger et je viendrai te rejoindre. Alors Peter sait ce qu'il fait, il prend, grâce à son MiG, un, un code pour aller dans une salle de restauration, et il passe à travers le propulseur, et il atterrit au beau milieu d'une dispute. Chapitre 7. Déjeuner avec Fliff et Gurk. Je bois un petit coup, celui-là il est chaud. Je t'assure que tu te trompes, disait un extraterrestre qui ressemblait à un grand cornichon à deux bras. Pas du tout, glapit l'extraterrestre orange qu'il avait en face de lui. Quelques heures de plus ou de moins ne feraient pas la moindre différence pour ces gens-là. La créature qui venait de parler était à peine plus grande que moi, et visiblement du sexe féminin, en tout cas selon nos critères de terriens. Elle avait la peau orange, certes, mais ses traits restaient fondamentalement humains. Si ce n'est qu'une tige verte grosse comme le doigt lui poussait sur la tête. La tige se terminait par une espèce de bosse qui tournait sans cesse sur elle-même et qui me sembla être un organe sensoriel. De temps à autre, elle arrêtait sa rotation et émettait des sons du genre Nup, nup. Ah, regarde s'écria l'extraterrestre orange quand elle me vit debout devant elle. Nous allons pouvoir l'interroger. Il serait peut-être plus gentil de lui demander d'abord ce qu'il veut faire et lui souhaiter la bienvenue, observa le cornichon. Enfer et constellation, s'exclama la créature orange. Quand je m'énerve, j'oublie mes bonnes manières. Elle se tourna vers moi et reprit. Tu es l'enfant de la terre, n'est-ce pas? Sa voix était douce et amicale. Je l'étais, répondis-je. Maintenant je suis un enfant des étoiles. L'extraterrestre orange poussa le cornichon du coude. Qu'est-ce que je te disais, Gurk? Ça n'a aucune importance. Gurk écrasa entre ses doigts une des petites excroissances grenues qui parsemaient sa peau de cornichon. Elle creva comme une bulle, dégageant une horrible odeur. Mon implant m'informa que c'était sa façon de dire absurde. Oh, pouah cria l'extraterrestre orange. Je t'ai déjà demandé de ne pas faire ça. La tige sur son crâne s'affala en arrière et devint toute molle. Nip gémissait-elle. Je regardai l'extraterrestre avec inquiétude, craignant que la bosse ne soit irréparablement endommagée, mais elle semblait plus contrariée que souffrante. Gurk se posa les mains à plat sur la tête, ce qui était un geste d'excuse. Désolé, je me suis laissé emporter. Mais je pense toujours que tu as tort. Il faut reprendre cette conversation au début.
sans quoi nous risquons de donner une mauvaise impression à ce jeune homme. Il se tourna vers moi. Je faillis retenir ma respiration, craignant qu'il n'ait l'intention de communiquer à nouveau par voie olfactive, mais son expression était chaleureuse. Ses yeux dégageaient une extraordinaire bonté. Ramenant devant lui ses bras chétifs, il déclara « Jeune homme, je m'appelle Gurk, et ma compagne s'appelle Fliff. »« Oui, enchanté, » dit Fliff, qui s'efforçait tant bien que mal de redresser la tige sur sa tête. « Enchanté, » dis-je. Ils me dévisageaient tous les deux, attendant manifestement quelque chose. « Et toi, quel est ton nom ?» demanda Gurk après un moment de silence. « Oh, excusez-moi, je m'appelle... » J'hésitais. Étais-je Peter Thompson ou Krepta? Les extraterrestres me regardaient toujours. Ils devaient commencer à se demander si je n'étais pas stupide. « Je m'appelle Krepta, » dis-je, sur la défensive. En prononçant ces mots, je sentis mon cœur se serrer. Avais-je vraiment tiré un trait sur tout mon passé? Ma nouvelle identité, mon nouveau foyer me semblaient encore étrangers. Je fus sur le point de rectifier. Non, attendez, je me suis trompé, je m'appelle Peter. Mais j'aurais menti. Je n'étais plus Peter. Oulan avait raison. J'étais un enfant sans planète, et le nom qu'on m'avait donné sur la Terre ne me convenait plus. Krepta, s'étonna Gurk. Un enfant des étoiles, en vérité. Et qu'est devenu le nom avec lequel tu es né? Je suis quelqu'un d'autre à présent, murmurai-je. Eh bien, Krepta, dit Fliff, viens manger avec nous. Tu nous aideras peut-être à régler notre désaccord. Je n'étais pas très sûr de vouloir manger en leur compagnie, mais pour me débrouiller à bord de ce vaisseau spatial, j'avais besoin de m'y faire des amis. J'en serais très heureux, fis-je, espérant qu'aucun d'eux n'allait manger quelque chose de si répugnant qu'il me suffirait de le regarder pour avoir envie de vomir. Est-ce que tu es touchable? S'enquit Gurk. Je haussai des sourcils. Son traducteur dut interpréter ma surprise, car il enchaîna aussitôt, plongeant dans le mien son regard d'une merveilleuse bonté. Il y a des personnes qui aiment qu'on les touche, d'autres qui en sont profondément offensées. Si cela t'est égal qu'on te touche, je pourrais alors poser ma main sur ton épaule ou sur ta nuque pour te guider vers l'endroit où nous irons nous asseoir. Mais je préfère demander d'abord. La question m'embarrassait. Mon père n'était pas trop porté sur les effusions et, en guise de contact physique, j'avais surtout eu droit jusqu'ici aux taloches de Duncan Dougal. Mais ceci était un autre monde, une autre vie. Ça va, dis-je, vous pouvez me toucher. Devant nous s'étalait une vaste salle de réfectoire à moitié peuplée de convives. En y pénétrant, je me sentis quelque peu rassuré par la présence de Gurk et de Fliff à mes côtés. Du moins aussi rassuré que pouvait l'être en un pareil endroit la seule personne ayant l'air plus que vaguement humain. Gurk me prit par le bras et me pilota vers une table située un peu à l'écart au fond de la salle. « Beaucoup de gens s'intéressent à toi, » me murmura-t-il. « C'est pourquoi je pense qu'il vaut mieux ne pas trop attirer l'attention pour le moment. »« Pour une fois, nous sommes d'accord, » opina Fliff. « Moup » couina la chose au sommet de son crâne. Je vis que la tige verte se sentait de nouveau bien droite. Je remarquai aussi que la pièce était plutôt sombre. J'en fus un peu étonné, et puis je me dis qu'ils avaient probablement réglé l'intensité lumineuse à un niveau jugé confortable par une majorité d'êtres différents. Où obtient-on sa nourriture ? Demandai-je. Ici même, répondit Fliff en me montrant la table. La table était ronde, avec un plateau lisse et noir. Devant chacun de nous s'alignait une série de touches assez semblables à celles qu'on voyait sur les propulseurs transdirectionnels. Je repris. Est-ce qu'on se sert de ces touches pour commander ? Tu vois, je t'avais dit qu'il n'était pas stupide, déclara Gurk. Intelligence et émotion ne sont pas toujours connectées, objecta Fliff. Sa peau orange avait pris une teinte plus foncée, ce que mon implant interpréta comme un signe d'irritation. Est-ce que vous pourriez me dire de quoi il retourne ? Hasardai-je. Plus tard, marmonna Gurk. Commandons d'abord. As-tu déjà eu l'occasion de programmer un repas ? Je secouai la tête. Bon, eh bien nous allons t'indiquer ce qu'il faut faire. Tu es une forme de vie à base de carbone, si je me souviens bien. J'acquiesçai, me demandant de quoi il m'aurait nourri si tel n'avait pas été le cas. Bon, tu commences par taper ton code personnel. Mais je n'ai pas de code personnel, interrompis-je. Alors Gurk, laisse-moi lui montrer, intervint gentiment Fliff. Gurk tripota une excroissance sur son front, ce qui était sa façon de soupirer,
et se renversa sur son siège tandis que Fliff me montrait comment trouver mon code personnel. Elle m'aida ensuite à informer l'ordinateur général du genre de choses que j'aimais manger. Il fallut un certain temps à celui-ci pour réagir, car le synthétiseur de nourriture n'était pas programmé pour un terrien. Mais en me posant des questions précises, Fliff réussit à composer un menu dont j'étais à peu près sûr. A. Qu'il ne me tuerait pas. B. Qu'il ne me ferait pas vomir. Nous pianotâmes les codes de nos repas. Au bout de quelques secondes, une ouverture apparut au centre de la table. 3 assiettes en émergèrent, flottèrent légèrement dans l'air et vinrent se positionner devant chacun de nous. Celle de Gurk contenait quelque chose de frétillant et de fumant qui donnait l'impression de vouloir ramper sur la table et de me dire « Hello ». Le dîner de Fliff se composait de billes bleues dégageant une odeur d'œuf pourri. À première vue, mon hamburger frites décoré de feuilles de laitue mettait l'eau à la bouche, Fliff m'ayant bien montré comment programmer la couleur et la forme. Sans être aussi bon qu'il en avait l'air, le hamburger me parut mangeable. Je ne pus toutefois pas avaler les frites, qui avaient un curieux goût de beurre de cacao et de fraises avariées. Tandis que nous mangions, Fliff m'apprit comment affiner ma commande suivante en me basant sur ce que j'aimais et n'aimais pas dans ce premier plat. C'était un bon professeur, et je commençais à la trouver sympathique. Je réussis ainsi à me commander un gâteau au chocolat qui cette fois me convint tout à fait. Après le repas, Gurk déclara « Bon, voilà la question dont nous débattions quand tu es sorti du propulseur. Que se passerait-il si, avant qu'il ne termine sa phrase, les lumières clignotèrent 3 fois et une sirène d'alarme nous déchira le tympan. « Couche-toi, Crepta !» me dit Fliff en se jetant par terre. « Couche-toi vite si tu ne veux pas vomir. » À plus.